New York, début du XXe siècle. Une ville en effervescence. Les rues bouillonnaient sous l'arrivée des immigrants. Le vacarme des tramways et le murmure constant des affaires, légales ou clandestines. C'est dans ce décor qu'est né l'un des hommes les plus énigmatiques et les plus longs à vivre de l'histoire criminelle des États-Unis. John Sonny Franzese. Pendant plus d'un siècle, Sonny fut à la fois témoin et protagoniste de l'évolution de la Cosa Nostra, depuis les jours du trafic d'alcool durant la Prohibition jusqu'à la consolidation du crime organisé comme puissance parallèle à l'État, pour finir par sa lente chute dans les ombres du XXIe siècle. Sonny n'était pas un mafieux ordinaire. Il incarnait à la perfection le code du silence, un homme qui ne trahit jamais les siens, même lorsqu'il faisait face à des décennies derrière les barreaux. Sa vie fut un défilé de luxe, de violence, de loyautés inébranlables et d'une aura de légende qui l'accompagna jusqu'à son dernier souffle. Ce récit n'est pas seulement celui d'un gangster, c'est un voyage à travers l'histoire cachée de la mafia américaine, raconté à travers le regard de l'un de ses derniers véritables hommes d'honneur. John Sonny Franzese naquit en 1917, lors d'un des voyages de retour de sa famille à Naples. Il gardait à peine quelques souvenirs de cette époque. Peu après, ses parents revinrent définitivement à New York, où le jeune Sonny grandit et forgea son caractère dans les rues de Brooklyn. Son père, Carmine Franzese, était un immigrant napolitain qui avait bâti un petit empire dans le secteur légal. Propriétaire de 10 à 8 immeubles, d'un bar et d'une boulangerie, Carmine était un homme d'affaires prospère, bien qu'il circulât des rumeurs jamais confirmées, selon lesquelles il entretenait des liens avec des organisations criminelles locales. À cette époque, la mafia italo-américaine n'était encore qu'un bouillonnement de clans ethniques. Les Napolitains formaient leur propre bande, indépendante des Siciliens, qui allaient plus tard dominer la Cosa Nostra. L'enfance de Sonny ne fut ni une histoire de misère extrême, ni de richesse démesurée. Il grandit sans manquer de rien, mais sans non plus bénéficier de la bulle de privilèges qui permet à certains d'échapper à la rue. Brooklyn, dans les années 1920 et 1930, était un endroit dangereux, et Franzese devint rapidement un produit de cet environnement. Adolescent rebelle, il passait ses journées dans des bagarres de rue et des combats clandestins, se forgeant une réputation de lutteur redoutable. Selon ses propres dires, il perdait rarement un affrontement. Ce tempérament explosif allait marquer le début d'une vie qui, des décennies plus tard, ferait de lui un homme craint non seulement à New York, mais dans tout le pays. À 14 ans, John Franzese fut expulsé du lycée après une violente bagarre qui laissa son adversaire grièvement blessé. Cet épisode marqua la fin de son éducation formelle et le début d'un chemin sans retour vers le monde du crime. On raconte bien que cela n'ait jamais pu être prouvé, qu'à cette époque, il aurait commis son premier meurtre. Selon la légende, un témoin aurait tenté d'avertir Carmine Franzese de ce qui s'était passé. Peu après, cet homme disparut sans laisser de traces. L'histoire veut que Carmine l'ait réduit au silence dans l'arrière-boutique de sa boulangerie. Vérité ou mythe, impossible à savoir. Ce qui est certain, c'est que Sonny commença alors à s'impliquer de plus en plus dans des activités illégales. Son père tenta de l'éloigner du danger en lui offrant un emploi honnête dans la boulangerie familiale. Mais le jeune homme trouvait bien plus attirant l'adrénaline et les gains rapides des paris clandestins. À 10 à 8 ans, il dirigeait déjà l'un des fameux Floating Dice Games de Brooklyn, des parties de dés illégales organisées à des emplacements changeants pour échapper à la police. Ce rôle lui ouvrit les portes de la famille Profaci, plus tard connue sous le nom de famille Colombo, l'une des 5 puissantes organisations mafieuses de New York. Lorsqu'il eut 21 ans, Sonny avait déjà été arrêté à 3 reprises pour rixes violentes et agressions. Cependant, il s'en sortait toujours indemne devant la justice, grâce à ses influences, à l'intimidation ou simplement au manque de témoins prêts à déposer. Ce fut le début d'une longue série d'arrestations qui, jusqu'aux années 1960, ne réussirent jamais à le maintenir derrière les barreaux. Sa carrière criminelle ne connut qu'une interruption, l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Contre toute attente, Sonny s'engagea volontairement, mais son tempérament explosif ne tarda pas à refaire surface. Il se querella avec ses camarades, désobéit aux ordres et fut mêlé à un scandale pour avoir entretenu une liaison avec l'épouse d'un officier. Finalement,
Il fut expulsé de l'armée avant même d'être envoyé au front. Le rapport officiel mentionnait une raison sans équivoque. Tendance homicidaire prononcée. Des décennies plus tard, il avouera lui-même à un confident avoir ôté de nombreuses vies et qu'il ne s'agissait pas de 5 ou 10 hommes. Pour les autorités, ce nombre dépassait largement la cinquantaine. La réputation de John Sonny Franzese comme l'un des hommes les plus dangereux de la mafia ne s'est pas forgée en un jour. Elle fut le résultat d'années de violence, d'intimidation et d'une personnalité qui imposait le respect même sans prononcer un mot. Ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse se souviennent que, bien souvent, un simple regard sévère suffisait à dissuader n'importe quel adversaire. Ce n'était pas qu'une rumeur qui courait dans les rues de Brooklyn. Sonny avait prouvé qu'il pouvait être létal. Les autorités soupçonnaient qu'il avait participé à plus de 50 assassinats au cours de sa vie, bien qu'il n'ait jamais confirmé ni démenti ces chiffres. Son caractère explosif se manifestait même dans les situations quotidiennes. Un jour, il vendit une voiture à un concessionnaire de son quartier. Peu après, le propriétaire plaisanta devant quelques clients. Mieux vaut vérifier la voiture, elle peut être pleine de micros. Vous savez bien qui la conduisait. Une phrase apparemment innocente, mais pour Sonny, c'était une double insulte. Elle sous-entendait qu'il n'était pas capable de se protéger, ni de préserver sa vie privée. Quelques jours plus tard, plusieurs hommes firent irruption dans le concessionnaire. Le propriétaire fut sauvagement battu et resta confiné dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. C'était le genre d'avertissement que Franzese envoyait. On ne lui manquait pas de respect. À la fin des années 1950, Sonny était déjà considéré comme l'un des hommes les plus redoutables de la famille Colombo. Un poids lourd dont la simple présence suffisait à résoudre les différends. Ce prestige le mena à devenir l'un des négociateurs durant l'une des guerres internes les plus sanglantes de la mafia. Le conflit entre les frères Gallo et la faction dirigée par Joseph Profaci. Les Gallo, mécontents du partage des bénéfices et du contrôle des affaires illicites, déclenchèrent une rébellion en kidnappant le sous-chef Joseph Magliocco ainsi que plusieurs membres clés de la famille. En février 1961, ils exigeaient une plus grande part des affaires et l'amnistie pour l'enlèvement. Profaci accepta leur demande. Mais la trêve fut de courte durée. Peu après, les hommes de Profaci tentèrent d'assassiner l'un des frères Gallo, ce qui déclencha un conflit ouvert. Des meurtres, des embuscades et des vengeances s'enchaînèrent dans les deux camps, laissant une traînée de sang dans les rues de New York. Lorsque Joseph Profaci mourut un an plus tard, son successeur, Joseph Magliocco, hérita à la fois du leadership et de la guerre. Et dans l'ombre, Sonny Franzese commençait à s'imposer comme une figure clé dans les négociations et la survie de son organisation. Le conflit interne de la famille Colombo et les intrigues entre les chefs des 5 familles atteignirent un point critique au début des années 1960. Joseph Magliocco, successeur de Profaci, conspira avec Joseph Bonanno pour éliminer 3 membres de la commission, l'organe chargé de résoudre les différends entre les familles mafieuses les plus puissantes des États-Unis. C'était une sorte de guerre froide au sein de la Cosa Nostra. Magliocco confia l'exécution du plan à Joe Colombo, mais celui-ci le trahit et révéla la conspiration à la commission. En conséquence, Magliocco fut contraint de démissionner. À sa place, Colombo accéda à la tête de la famille et parvint à négocier une paix avec les frères Gallo, mettant fin à des années de violence. Au milieu de ce chaos, Sonny Franzese non seulement survécut, mais prospéra. Il fut promu au rang de capitaine, un poste qui lui conféra plus de pouvoir et de liberté pour étendre ses affaires illégales. Ce qui avait commencé par de simples parties de dés clandestines se transforma en un vaste empire criminel. Sonny parrainait 4 maisons de Paris qui généraient environ 80 000 $ par semaine, une somme colossale pour l'époque. Il offrait une protection contre d'autres gangsters et envoyait ses hommes récupérer les dettes des clients récalcitrants par des méthodes expéditives. Mais les paris n'étaient pas sa seule source de revenus. Sonny s'aventura dans le commerce des prêts usuraires avec une ingéniosité inhabituelle. Un jour, un haut employé de banque, ruiné par le jeu, vint le voir pour obtenir de l'argent rapidement. Franzese accepta, mais lui demanda une faveur en retour. Garantir que les hommes de Sonny puissent obtenir des prêts bancaires à des taux préférentiels. Ainsi, l'organisation empruntait à 5% d'intérêt et prêtait ce même argent dans la rue à 15%,
empochant la différence sans risquer un seul centime de son propre capital. Frances vit aussi un potentiel dans les syndicats. À Long Island, une banlieue de New York, travaillaient environ 7000 barbiers et coiffeurs. Sonny les affiliait de force à son tout nouveau Long Island Barbers Guild, imposant des frais d'inscription de $50 et des paiements mensuels de 10. Les barbiers ne recevaient aucun avantage tangible en échange de ces cotisations, sauf la garantie que leur commerce ne subirait pas de mystérieux incidents. Et bien que Frances puisse agir avec subtilité, il préférait des méthodes plus directes lorsque c'était nécessaire. Un exemple. Une chaîne de salons de coiffure prospère, qui refusait de lui verser sa part, finit par recevoir des visites peu amicales. Les locaux furent infestés de rats et de cafards qui réapparaissaient sans cesse, jusqu'à ce qu'ils acceptent enfin de lui payer $5000 par mois en échange de sa protection. À Queens, Frances perfectionna sa méthode d'intimidation contre une chaîne de salons de coiffure florissante qui refusait de payer. D'abord, ces hommes relâchèrent des rats, des souris et des cafards dans les locaux, encore et encore, sans que les exterminateurs ne puissent s'en débarrasser. Le chaos dura des semaines. Quand le propriétaire semblait au bord de la rupture, Sonny alla plus loin. Ces hommes interceptèrent les jeunes livreurs qui apportaient chaque matin le café au patron et remplacèrent les tasses par des gobelets remplis d'abeilles vivantes. Le résultat fut celui attendu. Le lendemain, 2 hommes se présentèrent dans le commerce avec une offre impossible à refuser. Payer $5000 par mois pour que les problèmes disparaissent. Le propriétaire accepta sans discuter. Mais Frances ne se limitait pas au pari, à l'usure ou aux extorsions. Il mit également un pied dans le monde du spectacle. Il fonda une petite agence de recrutement et commença à représenter des musiciens inconnus, leur obtenant des engagements dans des bars et des clubs de New York. Selon certaines sources, il joua un rôle clé dans les débuts d'artistes comme Sam Cooke, Johnny Nash et même The Supremes. On dit aussi bien que cela n'ait jamais été confirmé qu'il aurait financé un jeune Bob Marley à travers le producteur Danny Sims. Mais Sonny n'était pas un bienfaiteur du talent émergent. Pour lui, la musique n'était qu'une autre affaire. Les artistes étaient exploités jusqu'à la corde par des contrats abusifs et, lorsqu'ils cessaient d'être rentables, ils étaient abandonnés à leur sort. Si l'un d'eux tentait de se rebeller ou de rompre son lien avec l'organisation, la répression était immédiate. Certains finirent pendus la tête en bas, depuis les fenêtres de gratte-ciel, ou à l'hôpital, après de brutales corrections. La vision entrepreneuriale de Frances ne s'arrêta pas là. Au milieu des années 1960, lorsque la Cour suprême des États-Unis statua que la pornographie, sauf dans les cas extrêmes, était protégée par le premier amendement, Sonny y vit une opportunité. Il devint investisseur dans Deep Throat, le film pornographique le plus lucratif de l'histoire jusqu'alors. Grâce à cette décision judiciaire, le porno prospéra dans les cinémas et les peep shows du pays, générant des profits colossaux. Et Frances, comme toujours, se trouvait au bon endroit et au bon moment pour s'emparer d'une part du gâteau. Dans les années 1960, les peep shows se multipliaient à New York, comme des champignons après la pluie. C'étaient des établissements discrets où, après avoir acheté quelques jetons, les clients accédaient à des cabines privées pour regarder des films pornographiques. Lorsque l'argent était épuisé, la projection s'arrêtait, sauf dans certains lieux où les images étaient remplacées par de vraies femmes derrière une vitre, ce que l'on pourrait considérer comme la version primitive d'un sex cam studio. L'homme qui dominait ce lucratif commerce était Marty Hodous. Ses salons rapportaient plus de 5 millions de dollars par an, une fortune équivalente à environ 10 millions actuels. Ce chiffre attira inévitablement l'attention de Frances. D'abord, Sonny tenta une approche amicale, proposant à Hodous de devenir partenaire. Marty, peut-être naïvement, refusa. Alors commença la pression. Les hommes de Frances firent irruption dans la maison de Hodous pour y semer la terreur psychologique. Puis, ils enlevèrent le fils de 6 ans de l'entrepreneur à la sortie de l'école. L'enfant fut rendu quelques heures plus tard avec un mot disant « Réfléchis bien ». Une tentative ultérieure d'enlèvement de sa fille de 12 ans échoua. Mais le message avait été parfaitement compris. Hodous céda. Il accepta de payer à Frances $100,000 en versement de 4 000 par semaine, plus $100 hebdomadaires indéfiniment. De plus, tous ces nouveaux établissements seraient la propriété partagée à 50%
avec Sony. Il devint investisseur dans Deep Throat, le film pornographique le plus lucratif de l'histoire jusqu'alors. Mais l'empire de Franzese ne s'arrêtait pas là. Il ajoutait à ses activités la fraude aux cartes de crédit, les arnaques de protection, des réseaux d'extorsion et des équipes de voleurs capables aussi bien de cambrioler des maisons que des banques. C'étaient les années dorées de Sony. Son influence dans les rues était incontestable, et la loi semblait incapable de le toucher. Pot de vin aux policiers, témoins qui disparaissaient. Franzese s'en sortait toujours indemne. Pendant ce temps, il profitait de la vie nocturne new-yorkaise. Il pouvait entrer au Copacabana par la porte arrière, traverser la cuisine et s'asseoir à la meilleure table près de la scène, sans que personne, ni serveur, ni client, ni célébrité, n'ose le contredire. Acteurs et chanteurs célèbres venaient le saluer. Les femmes les plus convoitées du moment se disputaient son attention. Sonny Franzese était, à cette époque, l'incarnation du mafieux intouchable. La renommée de Sonny Franzese ne se limitait pas au bas-fond. Dans les clubs les plus exclusifs de New York, célébrités et acteurs s'approchaient pour le saluer avec respect, sachant parfaitement qui il était. Les femmes les plus emblématiques de l'époque ne restaient pas indifférentes. On raconte sans preuve concluante qu'il aurait entretenu des liaisons avec Marilyn Monroe et Jane Mansfield, deux des plus grands symboles sexuels du XXe siècle. Mais la notoriété a un prix. À mesure que sa fortune et son pouvoir grandissaient, l'intérêt des autorités augmentait aussi. Dans le monde du crime organisé, plus le poisson est gros, plus le désir de l'attraper est grand. À la fin des années 1950, Franzese était déjà une figure montante de la mafia, capable à la fois d'exécuter des travaux violents et de générer d'énormes revenus pour la famille Colombo. Il s'était imposé comme un pilier de l'organisation. Cependant, son ascension coïncida avec un moment critique de l'histoire du crime aux États-Unis. En 1957, la réunion d'Apalaching, où se rassemblèrent les principaux chefs des familles mafieuses du pays, mit la Cosa Nostra sous les projecteurs après une descente de police qui fit la une des journaux nationaux. Et en 1963, le témoignage de Joseph Valachi, le premier mafieux à rompre l'omerta et à collaborer avec les autorités, ébranla les fondations de l'organisation. Valachi confirma l'existence de la Cosa Nostra et révéla des détails sur sa structure et ses opérations lors d'une audience télévisée qui paralysa le pays. À partir de ce moment, la guerre de l'État contre la mafia s'intensifia. Les procureurs ne pouvaient plus ignorer la menace et commencèrent une chasse systématique de ses membres les plus puissants. Sonny passa du statut de simple voyou, avec plusieurs arrestations mineures, à celui de cible prioritaire. Les enquêtes devinrent de plus en plus agressives. Les autorités installèrent des micros cachés dans les murs de sa maison pendant sa construction et examinaient ses ordures avant qu'elles ne soient ramassées, dans l'espoir d'y trouver un indice compromettant. Malgré leurs efforts, Franzese se mouvait avec la ruse d'un vétéran. Il ne discutait jamais affaires ni à la maison ni au téléphone et restait toujours un pas en avance sur ses poursuivants. La surveillance de Sonny Franzese devint implacable. Des agents fédéraux suivaient chacun de ses mouvements. Des voitures banalisées restaient des heures entières au coin de son quartier et les journalistes de la chronique criminelle commençaient à le dépeindre comme une figure presque mythique du crime. Mais Franzese semblait un fantôme. Il déjouait les filatures avec une habileté qui désespérait ses chasseurs. Il ne discutait jamais affaires ni chez lui ni au téléphone. S'il devait rencontrer quelqu'un, il le faisait de manière à ce qu'aucune surveillance ne puisse le détecter. Dans les poubelles de sa maison, on ne trouvait que des restes domestiques anodins. Et les écoutes illégales, installées dans les murs de sa résidence, n'enregistraient que des conversations triviales. Les autorités se rendirent-elles? Bien sûr que non. Quand la cible est aussi importante, aucun obstacle n'a d'importance. Elles redoublèrent d'efforts, arrêtant des associés de Franzese, rouvrant d'anciens dossiers où son nom apparaissait, et exerçant des pressions sur des informateurs pour qu'ils parlent. Chaque fois qu'un fil se rompait, un autre surgissait. La presse sensationnaliste se joignit à la chasse, alimentant sa légende en tant que l'un des mafieux les plus dangereux et intouchables de son époque. Mais même l'homme le plus insaisissable peut trébucher. Les enquêtes, les fuites et les rumeurs finirent par mener Franzese devant les tribunaux, dans des procès très médiatisés, qui attirèrent l'attention du pays tout entier.
Avant d'aborder ces procès, il faut revenir quelques années en arrière, à une histoire qui illustre comment le monde du crime s'était dangereusement entrelacé avec la vie de Franzese. Dans les années 1930, le futur capo Vito Genovese planifia un meurtre sans laisser de traces. Selon la stratégie complexe, 2 tueurs devaient éliminer la victime. L'un tuerait son complice. Et enfin, un 3e assassin se chargerait du dernier. Mais le plan échoua lamentablement. Des années plus tard, l'un des tueurs survivants témoigna contre Genovese. Mais il fut empoisonné avant que sa déposition ne puisse être utilisée. L'autre, condamné à la prison à perpétuité, s'appelait Ernest Rupi Rupolo. En 1964, Rupolo fut retrouvé mort, et les autorités désignèrent Franzese comme suspect. Elles affirmèrent que le mobile était un conflit lié à des affaires d'extorsion et de trafic illicite. Des témoins présumés déclarèrent avoir entendu Sonny ordonner le meurtre, voire l'avoir vu de leurs propres yeux. Cependant, la défense présenta un homme qui, selon elle, connaissait le véritable coupable. La confusion fut telle que le jury ne parvint pas à établir la vérité. Sonny Franzese fut acquitté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La veuve de Rupolo, Eleanor, épousa un voleur nommé John Cordo. En 1965, Cordo et 3 associés, James Smith, Charles Zera et Richard Parks, commencèrent à collaborer avec Franzese dans diverses opérations. Des années plus tard, ces mêmes liens deviendraient le point de départ d'une affaire qui conduirait finalement Sonny en prison. Le dossier contre Sonny Franzese fut construit sur les témoignages de 4 criminels arrêtés pour leurs propres délits. Durant leurs déclarations, les procureurs réussirent à les relier à Franzese, l'accusant d'être le cerveau derrière une série de vols et d'extorsions. Cependant, le récit présentait des failles évidentes. Les témoins n'affirmaient pas clairement que Sonny dirigeait leurs opérations. La défense soutint que le prudent Franzese, célèbre pour donner ses ordres par l'intermédiaire de tiers, ne se serait jamais risqué à travailler directement avec de petits malfrats. Selon elle, les procureurs avaient fait pression sur les témoins pour inclure Sonny dans leur version des faits en échange de peines réduites. Le procès dura 5 semaines. Le ministère public présenta Franzese comme un chef mafieux impitoyable dont la réputation de tueur silencieux avait maintenu les témoins terrorisés pendant des années. Pour renforcer cette image, ils ressortirent de vieilles accusations d'enlèvement, de meurtre, d'extorsion et d'usure. La défense tenta de discréditer les témoins, les décrivant comme des criminels et des drogués, ce qui, en effet, était vrai. Mais le jury ne se laissa pas convaincre. Le verdict fut sans appel, coupable. Après plusieurs tentatives d'appel infructueuses, Sonny Franzese fut condamné à 50 ans de prison. Pendant ce temps, les 4 voleurs qui avaient témoigné contre lui reçurent des peines bien plus légères. À peine 5 ans chacun. En 1970, Franzese entra à la prison de Leavenworth, où il assume rapidement un rôle de leadership parmi les autres membres de la Cosa Nostra incarcérés. Il devint médiateur des différends, maintenant la paix entre les factions et gagnant le respect des hommes d'honneur derrière les barreaux. Mais les pressions ne cessèrent pas. Des agents du FBI le visitaient régulièrement, lui proposant de réduire sa peine en échange de sa collaboration et d'informations sur les opérations de la famille Colombo. Sonny rejeta chacune de ces offres sans hésitation. Sa loyauté envers le code du silence, l'omerta, demeurait intacte. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs de la prison, son épouse Tina et son fils adoptif, Michael, se battaient pour obtenir sa libération. Ils dépensèrent une fortune en avocats, cherchant la moindre faille juridique pour réexaminer l'affaire. Mais chaque tentative fut bloquée. Les portes du système judiciaire restaient fermées. Pendant des années, les avocats de Sonny présentèrent des appels qui furent rejetés les uns après les autres. Les tribunaux semblaient déterminés à maintenir le verdict initial, fermant toute issue légale. Mais un tournant inattendu survint avec Eleanor, l'épouse de John Cordo, l'un des voleurs qui avait témoigné contre Franzese. Après une violente dispute avec son mari, au cours de laquelle il faillit la tuer, Eleanor fut contactée par un émissaire envoyé par Michael, le fils adoptif de Sonny. La proposition était claire. Témoigner que Cordo et ses complices avaient menti pendant le procès et ainsi innocentèrent Franzese. Eleanor, après réflexion, accepta, mais demanda 50 000 $ en échange. Cependant, le plan s'effondra avant même de commencer.
Effrayée, Eleanor contacta le détective avec lequel elle entretenait une relation et lui avoua toute la conspiration. L'agent, à son tour, informa le FBI. Plus tard, lorsqu'elle tenta de modifier officiellement sa déclaration en affirmant que son mari avait menti, les autorités ne la prirent plus au sérieux. Sa crédibilité avait été détruite par la tentative de pot de vin. Malgré ce nouveau revers, Tina, l'épouse de Sonny, ne renonça pas. Elle sollicita l'aide de la presse et un journaliste d'investigation, Manny Topel, accepta d'examiner l'affaire. Après analyse des preuves, Topel conclut que la culpabilité de Franzese reposait sur des fondements fragiles. Ces découvertes, combinées au comportement exemplaire de Sonny en prison, influencèrent la commission de libération conditionnelle. Finalement, en 1978, après près d'une décennie derrière les barreaux, Franzese fut libérée sous condition. Mais la liberté fut de courte durée. Dans les années qui suivirent, Sonny entra dans un cycle constant d'aller-retour en prison. La raison était toujours la même. Des rencontres avec des membres du crime organisé, une violation directe des conditions de sa liberté surveillée. Chaque fois qu'on le voyait avec la mauvaise personne, les autorités le renvoyaient en cellule. Malgré tout, Franzese ne perdit jamais le contrôle de son empire. Depuis l'extérieur, ses affaires continuaient de fonctionner sous la direction d'associés de confiance. Officiellement, il travaillait dans une concession automobile appartenant à son fils Michael, qui, des années plus tard, deviendrait célèbre grâce à une chaîne vidéo où il raconterait son expérience au sein de la mafia. Mais ceci est une autre histoire. En dépit de ses nombreux allers-retours en prison, Sonny continuait de tirer les ficelles depuis l'ombre. Un jour, un homme d'affaires nommé Sebastian Lombardo fit appel à lui pour obtenir de l'aide. Son patron, Lorenz Ito, était victime d'extorsion de la part de petits mafieux locaux. Franzese régla le problème avec sa méthode habituelle: fermeté, intimidation et efficacité immédiate. Ensuite, Ito et son associé David Boutin furent mis en contact avec Michael, le fils de Sonny. Ensemble, ils se lancèrent dans une affaire qui allait générer des millions: une fraude sur les taxes de l'essence. Ils créèrent une société grossiste fictive qui vendait du carburant aux stations-service avec les taxes incluses dans le prix. Comme les grossistes étaient responsables du paiement de ces taxes à l'État, ils dissolvaient simplement la société après chaque opération et empochaient l'argent destiné au fisc. Ce stratagème, auquel collaboraient des mafieux italiens et des émigrés juifs de l'ancienne Union soviétique, finit par générer plusieurs millions de dollars par mois. Michael l'exploita jusqu'au milieu des années 1980, accumulant une fortune considérable. Mais en 1986, tout s'effondra. Michael fut arrêté et condamné à 10 ans de prison. Pour Sonny, ce fut l'un des coups les plus durs de sa vie, et le pire restait à venir. Michael, face à la perspective d'une longue peine, accepta de collaborer avec les autorités. Il témoigna contre un associé de la famille Colombo impliqué dans des fraudes liées au basketball universitaire. Dans le code de la Cosa Nostra, cela était impardonnable. Comme le révélera des années plus tard l'informateur Gregory Scarpa, un contrat fut même signé pour éliminer Michael. Mais Sonny, selon ceux qui le connaissaient, intervint personnellement. On raconte qu'il fit appel à la commission de la mafia pour sauver la vie de son fils, leur offrant en échange la majeure partie de la fortune cachée que Michael avait accumulée grâce à la fraude sur les taxes de l'essence. Une vie achetée pour des dizaines de millions de dollars. Pendant ce temps, la relation de Sonny avec son autre fils, John Franzese Jr., était encore plus turbulente. Bien qu'il ressemblât physiquement à son père, son caractère en était le total opposé. John était un toxicomane qui passait des semaines dans des bordels, cambriolait la maison de sa mère et retombait sans cesse dans l'addiction après chaque cure de désintoxication. Dans une tentative désespérée de l'aider, Tina, sa mère, lui offrit une Jaguar après l'une de ses réhabilitations. John la vendit pour 1/10 de sa valeur et disparut dans un voyage de drogue d'1 mois. Avec le temps, John Franzese Jr. réussit à maintenir de plus longues périodes de sobriété et commença à s'impliquer dans les affaires familiales. Pendant que son père était encore en prison, John prit la responsabilité de collecter l'argent des établissements sous leur contrôle, veillant à ce que les propriétaires effectuent leurs paiements à temps. Mais ce rôle le plaça directement sur la ligne de mire. Dans les années 1990,
la famille Colombo fut plongée dans une guerre interne entre le chef Carmine Persico, soutenu par Sonny, et son rival Victor Orena, déterminé à lui arracher le pouvoir. Les hommes d'Orena tentèrent de s'emparer par la force des établissements que John administrait et, pour faire passer leur message, planifièrent son assassinat. Ce fut un cousin de John, Tutti Franzese, également lié à la famille Colombo, qui intervint et négocia un accord pour lui sauver la vie. Bien que John ait échappé à la mort, la guerre éclata tout de même et se prolongea jusqu'en décembre 1992, lorsque Victor Orena fut condamné à la prison à perpétuité. Persico conserva son poste de chef, mais la famille resta fragmentée et marquée par la violence. Lorsque Sonny retrouva la liberté en 1994, il s'efforça de réunifier l'organisation. Il organisa des réunions entre capitaines rivaux, leur garantissant l'immunité dans le but de résoudre les différends par les mots plutôt que par les balles. Ce fut sa tentative de restaurer l'unité d'une famille affaiblie. Une décennie plus tard, Franzese fut promu au poste de sous-chef de la famille Colombo, une reconnaissance de son influence et de sa loyauté inébranlable. Malgré les trahisons de ses fils, Sonny demeurait un membre incontesté de la Cosa Nostra. Il n'avait jamais collaboré avec les autorités, même après des années passées en prison. Il revenait toujours dans la rue, reprenant ses activités d'extorsion, d'usure et, lorsque cela était nécessaire, de violence. Cependant, son attachement au code de la mafia contrastait avec la réalité de sa propre famille. À la fin des années 1990, John Jr. retomba dans la drogue, dormant dans des fumeries de crack et volant ses proches pour financer son addiction. Lorsqu'il fut arrêté dans une voiture avec une arme non enregistrée, il plaida coupable et, n'ayant pas d'antécédents, ne reçut qu'1 an de prison. Mais, cette année derrière, les barreaux fut décisive. C'est là que John commença à reconsidérer sa vie et, à sa sortie, accepta une offre du FBI pour devenir informateur. Quand John Jr. commença à collaborer avec le FBI, il se contentait d'abord de transmettre les informations qu'il entendait autour de lui. Puis il accepta quelque chose de plus risqué, porter un micro-cachet pour enregistrer son propre père. L'une des conditions pour travailler avec les fédéraux fut d'abandonner la drogue. John intégra même une clinique de désintoxication exclusive. Sonny, ignorant la trahison qui se préparait, crut que son fils avait enfin redressé sa vie et commença à lui faire confiance pour les affaires familiales. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque conversation, chaque confidence était enregistrée et transmise directement au FBI. John travailla pour les autorités jusqu'en 2006, avant de disparaître dans le programme de protection des témoins. La douleur de Sonny, en découvrant la trahison de son second fils, est difficile à imaginer. Dans une tentative de combler le vide, Sonny commença à prendre sous son aile un jeune homme nommé Gaetano, Guy Fatato, partageant avec lui des connaissances que même ses fils n'avaient jamais entendues. Comment se débarrasser des corps, les véritables chiffres de ses meurtres et les tactiques d'intimidation qui l'avaient rendu légendaire. Mais, ironiquement, Fatato était lui aussi un informateur infiltré. Chaque mot que Sonny lui confiait finissait enregistré sur les bandes du FBI. Ainsi, l'homme qui n'avait jamais coopéré avec les autorités se retrouva entouré de collaborateurs à la solde du gouvernement. À 90 ans, Sonny Franzese se retrouva de nouveau devant les tribunaux, accusé d'extorsion et d'association de malfaiteurs. L'image du vieux gangster, encore personnellement impliqué dans le recouvrement de dettes dans des pizzerias et des clubs de striptease, semblait tout droit sorti d'un film hollywoodien. La scène devint encore plus dramatique lorsque son propre fils témoigna contre lui. Il fut condamné à 8 ans de prison. Beaucoup pensaient qu'il n'en sortirait jamais vivant. Mais en 2017, Sonny surprit le monde en quittant la prison, devenant ainsi le détenu le plus âgé du système pénitentiaire fédéral des États-Unis. Il passa ses dernières années dans une maison de retraite. Il se réconcilia avec sa famille et conseilla à ses petits-enfants de rester à l'écart du crime. Selon ses propres mots, il n'y avait plus d'argent dans le métier. Une reconnaissance plus pragmatique que repentante. John Sonny Franzese mourut en 2020, à l'âge de 103 ans. Aucun de ses fils n'assista à ses funérailles. Il avait été le dernier véritable gangster de la vieille école. Le dernier de sa génération. La fin d'une ère. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de laisser un j'aime à la vidéo
et de t'abonner pour ne pas manquer de nouveaux récits sur les figures les plus énigmatiques du crime organisé. Tu veux que nous continuions à explorer des vies comme celle de Sonny Franzès? Laisse-nous un commentaire avec le nom du prochain mafieux que tu aimerais voir ici. Merci beaucoup.